Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce débat de l'égalité qui est consacré à la présentation du livre Clivage politique et inégalité sociale, une étude de 50 démocraties de 1948 à 2020. Ce livre est publié aux éditions du Seuil et c'est le résultat d'un travail de recherche qui a impliqué une vingtaine de chercheurs à travers le monde et qui a été coordonné par Amaury Guettin, Clara Martinez Toledano et Thomas Piketty, qui vont donc nous faire une présentation. Ce travail a été fait à partir d'enquêtes électorales dans les démocraties contemporaines et il couvre 5 continents du milieu donc, du XXe siècle à nos jours. En plus du livre, il y a un site web qui regroupe toutes les données qui sont téléchargeables et qui se trouve sur wpid.world, donc wpid.world. Je vous mettrai le lien dans le chat. Un petit mot sur les débats de l'égalité. Les débats de l'égalité sont un cycle de conférences qui sont dédiées à la présentation d'ouvrages récemment publiés en sciences sociales. Les débats de l'égalité ont lieu en français ou en anglais, selon l'ouvrage qui est couvert, et ils ont pour vocation de renouveler la réflexion sur l'égalité. Le programme des sessions à venir, le prochain débat de l'égalité sera en anglais, le 6 mai, pour une présentation du livre qui s'appelle Angrynomics par Eric Lonergan et Marc Bly. Ensuite, nous accueillerons le 18 mai en français Sarah Abdelnour et Dominique Méda qui nous présenteront leur livre publié au PUF, Les nouveaux travailleurs des applis. Puis le suivant, le dernier débat du mois de mai, aura lieu le 26. Il sera également en français et nous accueillerons Stéphane Beau et Gérard Noiriel pour la présentation de race et sciences sociales. Toutes les informations seront disponibles dans le chat et je vais désormais céder la parole à Thomas Piketty. Merci beaucoup et bon débat. Oui, merci beaucoup Olivia. Je vois que les participants sont encore en train de rentrer, mais bon, on va commencer tranquillement. Voilà, donc le livre dont on va vous parler, c'est donc ça, Clivage politique et inégalité sociale, une étude de 50 démocraties 1948-2020. Donc, moi, je voudrais d'abord vous dire à quel point j'en ai très, très heureux de pouvoir vous parler de ce livre aujourd'hui. Et je voudrais vraiment remercier Amaury et Clara qui vont vous parler dans une minute, mais aussi donc on a une vingtaine de chercheurs ont participé à ce projet qui, je dois dire, moi, de mon point de vue, a pris une ampleur que je n'aurais pas du tout imaginé. J'espérais que ça allait grandir, mais là, ça veut dire, moi, ça dépasse vraiment complètement toutes mes espérances au départ. Donc, moi, je me suis contenté au départ de travailler sur le cas de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, dans un papier que j'ai sorti il y a exactement 3 ans, début de l'année 2018. Et ensuite, Amaury, Clara et donc une vingtaine de participants ont porté ça à une échelle complètement mondiale, puisque là, on a 50 démocraties sur tous les continents. Les démocraties occidentales ne sont qu'une moitié environ du total, mais on va très loin en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc, ça a pris vraiment une ampleur inouïe qui permet de beaucoup enrichir la problématique par rapport au point de départ des 3 pays que j'avais étudiés. Donc, moi, j'ai pratiquement rien fait du tout dans le passage des 3 pays aux 50 pays, donc je vais me taire presque immédiatement. Mais je voudrais vraiment remercier, féliciter Clara, Amaury et tous les participants pour finalement, en très peu de temps, dans 3 ans, on a produit ce livre et cette base de données, donc la World Political Cleavage and Inequality Database, qui va faire partie des bases de données sur les inégalités un peu satellites par rapport à notre base de données World Inequality Database. Il y a aussi un projet sur les inégalités d'émissions carbone sur lequel travaille beaucoup Lucas. Et disons, plus généralement, ça fait partie des projets qui vont enrichir tout notre projet collectif d'ensemble. Donc, je vais m'arrêter là sur l'organisation de la présentation. Alors, on a un peu hésité, comme il y a 20, on aurait pu demander un peu à tous les participants aux différents chapitres de présenter, mais en même temps, comme il y a 20 chapitres, on ne savait pas très bien comment se débrouiller. Donc, je vais laisser la parole à Clara qui va dire quelques mots, et ensuite, on va tous les deux, Clara et moi, lâchement laisser Amaury faire tout le travail et essayer de nous présenter une synthèse des résultats.
on ne peut pas parler forcément de tous les chapitres. Amaury vous montrera la liste des chapitres et en particulier des co-auteurs qui ont participé au projet pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du projet et de l'aspect vraiment très collectif. Mais on ne va pas pouvoir ici présenter tous les chapitres. Quand le livre en anglais sortira au mois de novembre, peut-être qu'on fera une autre forme de présentation, déjà en anglais pour tous ceux qui n'entendent pas le français, et puis mettant en valeur peut-être d'autres chapitres, d'autres co-auteurs qui d'ailleurs souvent sont quand même plus anglophones que francophones, même si beaucoup, comme Clara, parlent très bien français. Et si, Clara, si. Et donc, bon, voilà, on en reparlera au mois de novembre. En tout cas, voilà, là, je m'arrête là. On va avoir la présentation d'Amaury. Et d'abord, je laisse la parole à Clara, qui est depuis Londres, premier jour du déconfinement et de l'ouverture des pubs à Londres. Et Clara, je vois que tu as le sourire. Je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici. Je vais être très bref. C'est dommage que la présentation ne puisse pas être en personne, mais j'espère toujours que vous apprécierez le débat d'aujourd'hui. Je veux juste souligner que ce livre ne serait pas le même sans la collaboration de tous les auteurs des différents chapitres, dont beaucoup sont ici aujourd'hui, à qui nous sommes très, très reconnaissants. Et je voudrais également remercier les Seuil pour l'édition du livre et les laboratoires des inégalités, l'Imperial College et la Columbia Business School pour le financement du site web, avec toutes les ressources du livre. Je vais directement céder la parole à Amaury qui va présenter les principaux résultats du livre. Bon, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Donc, je vais tâcher de vous résumer les principaux résultats du livre. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, moi aussi, bien sûr, je veux remercier tous les contributeurs à cet ouvrage. Ils ne seraient vraiment pas le même, ils ne seraient tout simplement pas sans tout leur travail. Et moi, ce que je vais faire, c'est surtout vous donner un bref aperçu du livre, et ensuite vous présenter les résultats du chapitre comparatif. Donc, ce premier chapitre où nous essayons un peu de rassembler les résultats des différents chapitres pour faire une sorte de synthèse et en même temps une forme d'analyse un peu comparative et historique des différents pays que nous couvrons. Donc, qu'est-ce qui motive ce livre ? C'est avant tout une observation simple. Les inégalités sont creusées dans la plupart des régions du monde depuis les années 80. Et pourtant, malgré cette montée des inégalités, nous n'observons pas l'émergence de nouveaux clivages de classe. Donc, les clivages économiques ne semblent pas jouer un rôle, disons, croissant ou pas dans le sens classique du terme. Et au contraire, on voit une forme de montée des clivages identitaires. On connaît tous Donald Trump, Marine Le Pen, Bolsonaro au Brésil, le Brexit. Et donc, tous ces phénomènes-là interrogent. Et je pense que c'est vraiment ça qui motive cet ouvrage, essayer de comprendre un peu ces différents phénomènes et surtout essayer de les comprendre en opérant un double décentrement. D'abord, un besoin d'aller au-delà des démocraties occidentales, d'aller au-delà du cas de la France, du cas des États-Unis, pour comprendre vraiment un peu les facteurs structurels qui expliquent ces différents clivages, et un décentrement temporel ou historique, dans le sens où il est très difficile de comprendre aujourd'hui les clivages politiques, par exemple en France, sans remonter dans le temps, sans comprendre les dynamiques de long terme qui expliquent les élections que nous observons aujourd'hui, les conflits auxquels nous faisons face. Et donc, dans cet ouvrage, nous avons tenté d'offrir un petit tour du monde, disons, du vote en démocratie. Alors, petit, parce que, bien sûr, nous ne couvrons pas toutes les démocraties du monde, et petit tour du monde des démocraties électorales, dans le sens où, je dois le dire aussi, beaucoup de pays que nous couvrons ne peuvent pas être qualifiés, disons, de démocratie à proprement parler, si tant est qu'une démocratie à proprement parler existe. En tout cas, elle reste sans doute à construire. Mais en tout cas, nous avons tâché d'analyser 50 études de cas pour comprendre comment varie le vote, qui soutient quel type de parti, comment cela évolue au cours du temps, et donc quelles formes de conflits politiques, sociaux sont représentés à travers ce vote. Et donc nous avons rassemblé cet ensemble d'études de cas, mobilisant une vingtaine de chercheurs que moi aussi je veux remercier. Et je veux remercier les éditions du Seuil aussi et les éditions de l'EHESS qui ont tous deux collaboré pour nous permettre d'avoir ce livre et qui ont vraiment fait un travail formidable.
et aussi, bien sûr, un ensemble de relecteurs. Donc ce livre, nous avons bénéficié de retours de collègues, de nombreux amis qui sans leur contribution, le livre ne serait, je pense, pas du tout aussi bien, en tout cas, pas de cette qualité-là. Donc moi, je vais d'abord vous présenter très brièvement l'ouvrage. Puis ensuite, je vais vous présenter les résultats du premier chapitre qui tente de comparer un peu les clivages dans ces 50 démocraties, malgré toute la complexité, bien sûr, que toute la difficulté que cela implique, puisque 50 démocraties en Europe, en Asie, en Amérique latine, évidemment, elles ont énormément de différences. Mais je vais essayer de tirer quelques leçons de ce que nous pouvons observer, en tout cas, dans cet ensemble de pays. Donc, voilà les couvertures du livre en français et en anglais. Donc, c'est un livre qui, d'emblée, est bilingue, si je puis dire. Donc nous publions la version française, nous l'avons publiée le 1er avril, et la version anglaise, voilà, dont vous voyez la couverture à gauche, sera publiée aux États-Unis, donc mi-novembre. Comme vous le voyez, c'est une collaboration. Donc c'est la collection Hautes Études, donc collaboration entre les éditions de l'EHESS et les éditions du Seuil. Et donc, à côté de ce livre-là, nous avons un site internet qui rassemble l'ensemble des ressources du livre et beaucoup d'autres ressources, je veux le dire, qu'on n'a pas pu inclure dans le livre parce que sinon le livre ne ferait pas 600 pages et quelques, mais pourrait être très long parce qu'on a une multitude de graphiques sur chaque pays, des résultats, voilà, qu'on n'a pas pu synthétiser forcément dans ce livre. Et donc, on a des documents de travail, on a des résultats par pays, voilà, qui peuvent vous intéresser. Et on a une interface que je vous présenterai à la fin de cette présentation qui permet un peu d'étudier le vote dans un pays, si on s'intéresse un peu au clivage politique dans tel ou tel pays. Donc, l'ouvrage, je pense, il peut se lire un peu de différentes manières. Et c'est un peu un ouvrage qu'on cherche à rendre accessible dans le sens où nous commençons toujours, voilà, c'est un ensemble d'études de cas, donc chaque pays a soit un chapitre, soit une partie d'un chapitre qui y est dédié. Et donc, on peut très bien ouvrir le livre, regarder un pays et très vite, l'objectif, c'est que quelqu'un qui s'intéresse à un pays en particulier puisse très vite lire en quelques paragraphes sur ce pays, comprendre quels sont les partis en présence, qui vote pour ces partis. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce livre, c'est un objectif descriptif. Et la philosophie de ce projet, c'est celle-ci, c'est de comprendre tout simplement comment varie le vote pour des partis ou des coalitions spécifiques dans le temps et dans l'espace, donc dans ces 50 démocraties, en fonction d'un ensemble de caractéristiques des électeurs, par exemple le diplôme, le revenu, l'appartenance religieuse, l'âge, le genre, etc. Et la contribution principale de ce travail donc, collectif, ça a été d'exploiter un nouvel ensemble de données qui consiste en enquête électorale, c'est-à-dire des enquêtes où on demande aux électeurs pour qui avez-vous voté, et on demande ensuite à ces électeurs quel est votre revenu, quel est votre niveau de diplôme, quel âge avez-vous, etc. Et donc, grâce à cet ensemble d'enquêtes que nous avons tenté d'harmoniser, de rassembler, nous avons pu couvrir plus de 500 élections organisées entre 1948 et 2020. Et donc, nous rassemblons dans cet ouvrage un ensemble d'études de cas sur chacun de ces 50 pays, avec avant tout pour objectif de documenter quelles sont les coalitions en présence, comment ces coalitions évoluent et quel type d'électeurs soutiennent ces coalitions, avec bien sûr derrière l'idée que qui vote pour quel parti nous informe sur quel type de clivages sont représentés politiquement et quel type de clivages ne le sont pas, c'est-à-dire tout pays a des inégalités par exemple. Ces inégalités, parfois, sont l'objet de mobilisation politique, parfois moins. Donc, comprendre un peu ces variations, c'est aussi un objectif de l'ouvrage. Et donc, voilà, je vous présente ici, disons, le plan de l'ouvrage pour avoir une idée. Donc, d'abord, nous esquissons ce chapitre comparatif dont je vais présenter les résultats en grandes lignes aujourd'hui. Ensuite, nous avons, disons, 7 autres chapitres qui portent sur disons, les démocraties occidentales, Europe, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, avec d'abord ce chapitre de Thomas sur la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui donc part de son article de 2018, donc 3 ans de recherche
sépare, disons, le début de ce programme de recherche jusqu'à la publication de l'ouvrage. Ensuite, nous avons différents chapitres sur différents pays, disons, occidentaux. Un chapitre sur l'Allemagne avec Fabien Kos, un chapitre sur les pays nordiques avec Clara et Alice Sodano, un chapitre sur l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande que j'ai rédigé, puis ensuite des pays très touchés par la crise de 2008 en Europe, donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, avec différents collaborateurs, voilà, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l'Autriche. Donc, ces différents chapitres nous permettent de couvrir, disons, l'ensemble des démocraties dites occidentales, donc d'Europe de l'Ouest, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, nous avons un chapitre très intéressant sur disons, 3 pays d'Europe centrale, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, grâce à la collaboration de Thomas avec Attila Linder, Philippe Novokmet et Thomas Zawissa. Et ensuite, voilà, la seconde partie de l'ouvrage, donc la moitié, voire plus de la moitié de l'ouvrage est dédiée au reste du monde, disons. Hein. Alors, bien sûr, une part restreinte du reste du monde, puisque y a un certain nombre de pays qu'on aurait pu aussi, disons, étudier, mais partiellement parce que les données ne sont pas disponibles, qu'il n'y a pas de bonnes données sur le vote, et aussi parce que, voilà, on ne peut pas faire un ouvrage disons, de 2000 pages. Nous couvrons donc cet ensemble d'autres démocraties, que sont d'abord l'Inde. Hein. Rappelons que l'Inde, à elle seule, rassemble plus d'électeurs que tous les chapitres que j'ai mentionnés précédemment. Donc, le Pakistan avec Sultan Mehmood, le Japon pour passer en Asie de l'Est, puis l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, voilà. Et ensuite, nous passons à l'Amérique latine avec d'abord un chapitre où nous tâchons avec Marc Morgan d'étudier l'évolution des clivages politiques au Brésil depuis 1989. Et puis, ce gros chapitre avec 6 pays d'Amérique latine, donc un travail très ambitieux, qui couvre donc Argentine, Chili, Costa Rica, Colombie, Mexique, Pérou. Et ensuite, nous avons 2 chapitres sur l'Afrique. D'abord, un chapitre que j'ai écrit sur l'Afrique du Sud, puis un chapitre sur 4 pays d'Afrique, que sont le Botswana, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Et enfin, nous concluons disons, le livre avec 2 chapitres, un sur Israël et un autre sur la Turquie, l'Irak et l'Algérie. Voilà un peu le plan du livre. Et moi, je vais essayer de vous présenter quelques résultats sur le vote dans tous ces pays, en essayant de les comparer et en essayant de donner voilà, quelques faits intéressants qui émergent de ces différents chapitres, avec toute la difficulté, bien sûr, que cela pose, étant donné la grande complexité, la grande diversité des clivages que nous observons dans toutes ces démocraties. Et donc, je vais vous présenter des résultats par, disons, type de clivage ou par caractéristique, puisque c'est une manière intéressante, je pense, de comprendre les clivages politiques. Et donc, je vais commencer par ce qu'on pourrait qualifier de classe sociale. Classe sociale, donc, qu'on peut définir au moins par 2 indicateurs intéressants, que sont le revenu et le diplôme. Et donc, une de nos contributions, c'est d'essayer de décrire de manière systématique comment varie le vote en fonction du revenu et du diplôme. Donc, 2 mesures complémentaires, disons, de la classe sociale. On pourrait aussi prendre le patrimoine. Donc, et Thomas étudie plus clairement le patrimoine dans son chapitre sur la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Malheureusement, le patrimoine n'est pas vraiment disponible dans les enquêtes des autres démocraties que nous étudions. Donc, ici, on va commencer par parler du revenu et du diplôme. Et d'emblée, ce que nous observons, c'est une transformation que nous pensons est vraiment la plus importante ou une des plus importantes dans les démocraties occidentales, dans les pays occidentaux, qui est la divergence de ces 2 caractéristiques que sont le revenu et le diplôme. Et donc, le passage d'un système de partis que l'on peut classifier de classiste à un système d'élite multiple. C'est-à-dire que dans les années 1950-60, le vote pour les partis sociodémocrates, socialistes, communistes était très associé aux électeurs les moins aisés et les moins diplômés, donc aux électeurs, disons, en bas de l'échelle sur ces 2 dimensions que sont le revenu et le diplôme. Et on a observé une divergence expliquée par le vote croissant des électeurs les plus diplômés à gauche. Et nous trouvons que cette divergence s'explique en partie, ou en tout cas a été accélérée par l'émergence de nouveaux mouvements écologistes et anti-immigration.
Et dès qu'on sort un peu de ce cadre commun, disons, des démocraties occidentales où les transformations que nous observons sont très similaires, on observe bien sûr des très grandes variations que je tenterai d'expliquer, ou que nous tentons d'expliquer par d'autres clivages et la structure des inégalités. Bon, j'y reviendrai donc. Donc, pour vous parler de cette émergence donc, de systèmes d'élite multiples, ce graphique assez simple permet de l'illustrer, je pense. Donc, vous voyez en bas à gauche que le vote pour les électeurs, pour les partis de gauche, était concentré au sein des électeurs les moins diplômés et les moins aisés. Donc là, on représente sur ce graphique la différence de vote de gauche, disons, pour les partis sociodémocrates, socialistes, etc. Parmi les 10% d'électeurs les plus diplômés, donc c'est la ligne rouge, par rapport aux 90% les moins diplômés. Et le même indicateur en termes de revenus sur la ligne du bas. Et donc, ce que nous dit les 2 points ici qui couvrent la période 1960-1964, c'est que les électeurs les plus diplômés et les plus aisés avaient une probabilité de voter à gauche plus faible de 10 à 15 points de pourcentage. Donc, le vote était, disons, un vote de classe, car les électeurs les moins diplômés et les moins aisés votaient davantage pour les partis de gauche que les électeurs les plus diplômés et les plus aisés. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une stabilité de la ligne bleue, c'est-à-dire une sorte de persistance du vote en termes de revenus. Donc, les électeurs les plus aisés continuent à voter davantage pour les partis conservateurs. Donc, cette dimension qu'on pourrait qualifier d'économique persiste au cours du temps, tandis qu'on a un véritable renversement du vote en fonction du diplôme. Et donc, les électeurs les plus diplômés sont devenus de plus en plus favorables aux partis de gauche, conduisant ce système d'élite multiple, donc une élite, disons, économique qui continue de voter à droite, et une élite qu'on pourrait qualifier d'éduquée qui vote aujourd'hui majoritairement à gauche. Et donc, d'emblée, la question qu'on se pose, c'est, bien sûr, ces catégories de droite, de gauche, ou de socialistes, sociodémocrates versus conservateurs, chrétiens, démocrates, et n'est pas resté stable au cours du temps. Et donc, c'est ce que nous montrons dans ce graphique. Donc là, on représente tout simplement les résultats d'élections en moyenne sur l'ensemble des démocraties occidentales. Et donc, vous voyez qu'à partir des années 80, phénomène, voilà, c'est assez connu, disons, les partis écologistes ont progressé de manière assez significative pour atteindre une moyenne de 8% des voix au cours de la dernière décennie. Et en parallèle, les partis anti-immigration, donc partis, disons, d'extrême droite, ont progressé pour atteindre 11% des voix aujourd'hui, au détriment des partis traditionnels, sociodémocrates, socialistes, conservateurs, et au détriment, bien sûr, des partis communistes qui, pendant longtemps, obtenaient une part significative des voix et ont presque complètement disparu. Donc, quel a été l'impact de cette transformation sur les clivages politiques? Une manière de comprendre cet impact, c'est de regarder un autre graphique qui décompose un peu l'électorat en fonction du revenu et du diplôme, comme je l'ai fait précédemment. Et donc là, on décompose dans ce graphique l'électorat, disons, en 4 quarts. Donc le quart du bas ici correspond à des électeurs aux revenus faibles et au niveau de diplôme faible. Et donc vous voyez que dans les années 1960-1980, donc disons la première partie de la période que nous étudions, les partis sociodémocrates, socialistes et autres partis de gauche étaient dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'ils étaient soutenus par les électeurs les moins diplômés, les moins aisés, et qu'à l'inverse, les partis conservateurs, démocrates, chrétiens et libéraux obtenaient de meilleurs scores au sein des électeurs les plus diplômés et les plus aisés. Et dès qu'on passe à la période 2000-2020, on voit une décomposition de cette structure du vote, disons, historique, avec, d'une part, nos 2 groupes dont je parlais au slide précédent, qui ne se distinguent plus vraiment en termes de diplôme, donc ils ne se distinguent plus vraiment sur l'axe ici des X du diplôme, mais ils continuent de se distinguer sur l'axe des ordonnées. Donc, les conservateurs continuent d'obtenir des scores plus importants parmi les électeurs les plus riches, les plus aisés, et les sociodémocrates parmi les électeurs les moins aisés. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le vote pour les partis anti-immigration et le vote écologiste se distinguent avant tout par le niveau de diplôme. Donc, les partis anti-immigration, ce qui les caractérise vraiment principalement, c'est le fait d'être soutenus par les électeurs les moins diplômés, tandis que les partis écologistes obtiennent des scores qui sont beaucoup plus importants au sein des électeurs les plus diplômés. Et vous voyez que si on combine, disons, ce qu'on pourrait appeler tous les partis
dits de gauche. On obtient de nouveau notre système d'élite multiple, c'est-à-dire des partis de gauche soutenus par les électeurs les plus diplômés et les moins aisés, et les partis conservateurs, démocrates, chrétiens, etc., qui sont soutenus par les électeurs les plus aisés et les moins diplômés. Donc, voilà pour les démocraties occidentales. Et donc, chacun des chapitres du livre essaie un peu de comprendre plus dans le détail pour chaque pays comment cette transition s'est opérée en fonction des coalitions en présence. Et dès qu'on passe aux démocraties occidentales, deux faits ressortent qui sont assez intéressants. Le premier, c'est que ces systèmes, disons, d'élite multiple, dans lesquels le revenu et le diplôme sont séparés, ils sont très rares en perspective historique et comparée, dans le sens où il y a très peu de pays où des électeurs les plus diplômés votent pour des partis différents des électeurs les plus aisés. Alors, il y a quelques cas historiques qu'on pourrait mentionner, notamment le Japon dans l'après-guerre ou la Turquie à un certain moment aussi de son histoire. Mais la leçon qui se dégage, c'est que ces systèmes d'élite multiples, en tout cas aujourd'hui, existent vraiment surtout dans les démocraties occidentales. Et on voit aussi des variations très fortes dans l'intensité des clivages, disons, de revenus et de diplômes dans les pays que nous étudions. Alors ici, sur ce graphique, on représente sur l'axe des ordonnées le vote, l'intensité du lien entre diplôme et vote, et sur l'axe des abscisses, l'intensité du lien entre revenus et vote. Donc les pays, disons, situés en bas à gauche ici correspondent aux pays où la classe sociale, disons, a un impact très limité sur le vote. Donc les clivages, disons, socio-économiques sont peu marqués, tandis que les pays situés en haut à droite sont à l'inverse des pays où les clivages de classe sont particulièrement marqués. Donc, vous voyez ici qu'on retrouve des pays aux inégalités très extrêmes et où les clivages socio-économiques sont très forts, tels que l'Afrique du Sud, le Brésil ou le Nigeria. À l'inverse, on a des pays où la classe sociale n'a qu'une influence très faible sur le vote. Le Japon est un cas très intéressant dont je parle dans le chapitre 11. On pourrait aussi mentionner les Philippines et le système de partis extrêmement instable de ce pays. Voilà. Et les différents chapitres du livre essaient de comprendre, bien sûr, essaient d'expliquer en partie ces variations. Mais une des raisons de cette variation, c'est l'interaction entre inégalité et autres formes de clivage. Donc, on pourrait prendre l'Afrique du Sud comme exemple un peu typique. L'Afrique du Sud, donc, la lourde histoire de l'apartheid et de la ségrégation raciale au XXe siècle a conduit à des inégalités raciales extrêmes, les plus élevées du monde. Et la majorité des Blancs aujourd'hui font partie des plus aisés, tandis que la majorité des Noirs font partie des 90%, disons, les moins aisés. Et le clivage racial est particulièrement marqué dans le sens où le vote pour le Congrès national africain qui domine le pays aujourd'hui est principalement un vote des électeurs noirs. Et donc, le clivage racial et le clivage de classe, disons, s'entretiennent, se renforcent et expliquent ce clivage socio-économique particulièrement marqué. Donc, juste pour donner un exemple, voilà, mais il y en a beaucoup d'autres. Et notre objectif, c'est aussi de comprendre comment les clivages de classe peuvent parfois dépasser ces clivages, disons, ethniques ou raciaux. Et c'est tout l'objet des différentes études de cas. Donc, je vais m'arrêter là pour cette comparaison. Alors, passons maintenant un peu au clivage religieux, autre grand objet du livre. Et les clivages religieux, disons, traversent de nombreuses démocraties, voilà, de l'ouvrage, pour ne pas dire vraiment une grande majorité. Les clivages religieux portent toujours voilà, sur un peu la vision du rôle de l'État dans la gestion des affaires religieuses, aussi bien sûr sur les questions sociétales. Et donc, ces clivages ont historiquement été très marqués dans les pays occidentaux. On parle souvent du vote de classe, du vote communiste dans l'après-guerre, mais on oublie souvent, on ne mentionne pas tout le temps le fait que les clivages religieux étaient très très forts aussi. Donc les clivages identitaires aujourd'hui dans les démocraties occidentales sont très forts, mais ils ont toujours été aussi très forts via ce clivage religieux. Et ils demeurent vifs, mais ils se sont quand même atténués au cours des dernières décennies. Et on observe en fait des clivages assez similaires dans beaucoup d'autres démocraties de l'ouvrage, dans le sens où il est assez commun d'observer des coalitions rassemblant les électeurs plus religieux ou appartenant à la religion dominante,
qui s'opposent, disons, à des coalitions qui rassemblent les électeurs, d'une part, non religieux, et d'autre part, appartenant à des minorités religieuses, surtout des minorités historiquement, disons, défavorisées. Donc ici, pour vous donner un aperçu du clivage religieux dans les démocraties occidentales, on représente la différence de vote de gauche entre électeurs religieux, c'est-à-dire définis à partir de la pratique religieuse, donc des électeurs qui vont à l'église ici plus d'une fois par mois, si je ne me trompe pas, plus d'une fois par an, ça, par rapport aux électeurs non religieux, donc qui ne s'affilient pas, vous voyez, à la religion donc, catholique ou protestante. Et vous voyez que cet écart a été toujours assez marqué, c'est-à-dire que les électeurs religieux ont une probabilité de voter pour les partis sociodémocrates, socialistes, etc., de 20 points, 10, 20 points de pourcentage inférieur. Voilà, donc ça, c'est pour les pays anglophones et les pays nordiques. On voit que ce clivage est resté assez stable et qu'il est plus marqué si on regarde les pays d'Europe continentale et d'Europe du Sud. La France, par exemple, vous voyez que ce clivage est vraiment très, très fort. C'est-à-dire que dans les années 60, ici, on voit que les électeurs religieux avaient une probabilité moindre de voter à gauche de 30 points de pourcentage. Donc, c'est très fort. C'est plus fort, d'ailleurs, que le clivage que j'ai montré précédemment sur le revenu ou le diplôme. Et on voit quand même que ce clivage semble s'être légèrement atténué, mais il reste encore très fort. Hein, voilà. Et je pense qu'il ne nous échappe pas que les questions, disons, religieuses ou même les questions sociétales continuent de diviser fortement en fonction de la religion aujourd'hui en France et dans le reste des démocraties occidentales. Donc, ces clivages restent très forts, mais ils se sont quand même un peu atténués. Il est aussi intéressant de noter que les pays où les clivages religieux sont les plus forts, par exemple l'Italie, pays très connu pour ses clivages religieux particulièrement marqués, sont aussi les pays où les clivages de classe sont moins prononcés, parce que religion et classe sociale, en quelque sorte, donc les clivages religieux et les clivages de classe tendent à se neutraliser. En un sens, les clivages religieux peuvent réduire les clivages de classe. On parle de clivage transversal dans le sens où l'impact de la classe sociale est réduit par l'influence de la religion. On peut penser par exemple vous voyez, à un électeur qui serait très riche mais qui ne serait pas religieux et donc serait un peu tiraillé par ces deux appartenances et ne saurait pas pour qui voter parce que ces deux, disons, ces deux identités l'amènent à voter en théorie pour des partis différents. Dès qu'on va en Amérique latine, on voit aussi des clivages assez forts et qui varient aussi beaucoup, comme là je l'ai montré dans les pays occidentaux. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de noter que les clivages religieux sont, comme je viens de le dire, plus forts dans les pays où les clivages de classe sont moins marqués, et à l'inverse, ils sont moins forts dans les pays où les clivages de classe sont plus marqués. Donc, deux pays où les clivages de classe sont connus pour être très marqués, et nous montrons dans l'ouvrage, nous en discutons, sont le Brésil et l'Argentine. Donc, le vote péroniste en Argentine est très fortement associé aux électeurs les moins aisés. D'ailleurs, dans le graphique que j'ai montré tout à l'heure, l'Argentine était en haut, donc c'est un des pays où les clivages de classe sont les plus forts dans le monde. Et le Brésil, pareillement, on sait que le PT, donc le parti de Lula, est très fortement soutenu par les électeurs les moins diplômés et les moins aisés. Et là, on observe des clivages religieux moins marqués que, par exemple, au Costa Rica, où là, les questions religieuses conduisent à des conflits plus vifs. Voilà. Donc, en Amérique latine, on voit ces clivages religieux, et on les voit aussi voilà, dans un certain nombre d'autres pays. Et ce graphique montre un peu l'évolution de ce clivage religieux dans un certain nombre de pays. Alors, je sais que ça peut paraître un peu complexe comme ça, représenté ainsi. Mais ici, par exemple, on voit en Israël, donc sur la ligne du dessus, que les électeurs non religieux, donc là, c'est les électeurs qui déclarent ne pas pratiquer voilà, souvent, ont une probabilité beaucoup, beaucoup plus forte, donc de plus de 40 points de pourcentage de voter pour les partis de centre et de gauche en Israël. Donc, le clivage religieux en Israël est très, très fort, aussi fort voilà, que l'Italie que j'ai montré avant, qui est donc le pays occidental où les clivages religieux étaient les plus marqués. Et après, on voit voilà, pareillement des clivages religieux qui ont tendance à perdurer. Et donc, les minorités religieuses et les électeurs non religieux tendent à voter fortement pour les mêmes coalitions. Et l'Inde est un pays où on observe voilà, une percée du clivage religieux entre musulmans et hindous,
au cours des dernières décennies. Voilà, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le BJP, est vraiment très fortement, disons, est beaucoup plus soutenu par les hindous que les musulmans qui ne votent quasiment pas du tout pour ce parti. Voilà, donc c'est pour montrer un peu la diversité de ces clivages et je n'ai pas le temps de plonger dans chaque pays, bien évidemment, mais on pourrait détailler davantage. À côté de ces clivages religieux, il y a un autre type de clivage qui est intéressant à étudier, qui est complexe aussi à étudier d'une traite, parce que ce sont des clivages qui varient énormément d'un pays d'un autre, et que je qualifie ici de clivage socio-culturel, dans le sens où on peut parler de clivage, disons, ethnique, clivage raciaux, clivage de caste, donc tout cet ensemble d'identités qui sont très très différentes d'un pays à l'autre. Bien sûr, les inégalités ou les appartenances de caste en Inde n'ont pas tellement grand-chose à voir en un sens avec, disons, les appartenances raciales aux États-Unis, mais tout de même, ces clivages sont intéressants à comparer, je pense, car ils montrent un peu l'intensité du lien entre ces différentes identités et le vote. Et un des résultats intéressants, je pense, de l'ouvrage, c'est un peu d'aller au-delà de cet a priori que certains pourraient avoir, selon lequel les pays occidentaux seraient un peu exempts de clivage, disons, ethnique, et qu'au contraire, les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient seraient déchirés par des conflits ethniques latents et insolvables. Donc, c'est un peu d'aller au-delà de cette séparation-là. Et au contraire, de montrer que finalement, les pays occidentaux ne sont pas du tout exempts de ce type de clivage. Bon, le clivage racial aux États-Unis, bien sûr, est un exemple classique, mais on observe des clivages très forts dans toutes les démocraties occidentales. Par exemple, un clivage marqué entre les immigrés et les non-immigrés. Donc, les immigrés votent fortement à gauche, un vote qu'on peut interpréter naturellement comme une forme de vote liée à l'hostilité des partis conservateurs et des partis d'extrême droite à l'égard de ces minorités, et qui est encore plus marqué dans le cadre du vote des électeurs musulmans. Donc, presque aucun musulman ne vote pour les partis conservateurs, en raison, encore une fois, je pense, de cette forte hostilité de ces partis à leur égard, ou en tout cas de cette hostilité perçue. Et encore une fois, on observe des grandes variations, et l'idée selon laquelle la diversité ethnique, disons, serait synonyme de clivage ethnique n'est pas non plus vérifiée. Donc, il y a un certain nombre de pays où il y a une diversité ethno-linguistique, une diversité religieuse, et pourtant, ces clivages ne se manifestent pas. Donc, cela permet un peu d'aller au-delà des clichés selon lesquels la diversité ethnique dans une démocratie conduirait à des clivages ethniques, ou à l'inverse, à une forme d'homogénéité serait associée à l'absence de ces clivages. Voilà. Donc, pour représenter ici le vote, le clivage, disons, nativiste dans les démocraties occidentales, ce graphique montre un peu l'écart de voix entre immigrés et non-immigrés. Et donc, vous voyez qu'il varie énormément, ce clivage. Et que le pays où il est le plus marqué, ou en tout cas les pays où ils sont le plus marqués, ce sont des pays tels que le Danemark ou la Suisse. Donc, des pays où les partis d'extrême droite sont très forts, obtiennent une part des voix très importante. La Suisse, rappelons-le, est le pays occidental où l'extrême droite fait les meilleurs scores. On l'oublie souvent. Et à l'inverse, on voit des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où, en fait, les immigrés ne votent pas tellement différemment, disons, des autres électeurs. Donc, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est quand même des immigrés, disons, qui proviennent en majorité d'Asie. Et ces électeurs ne votent pas particulièrement pour une coalition plutôt qu'une autre, phénomène que j'essaie un peu d'expliquer dans le chapitre 5. Mais dès qu'on se tourne vers la minorité, disons, religieuse que représentent les électeurs musulmans, là, on voit vraiment un écart très marqué. Donc, dans la plupart des pays occidentaux, les électeurs musulmans, lorsqu'ils votent, mentionnons-le, puisque bien sûr, l'abstention ici n'est pas prise en compte, donc les électeurs musulmans peuvent avoir une tendance plus marquée à s'abstenir que la plupart des autres électeurs. On voit un clivage avec des écarts de voix de l'ordre de 30-40 points de pourcentage, donc un clivage vraiment très très fort, et qui, comme je l'ai mentionné, reflète surtout pour nous probablement cette hostilité perçue de la part de l'autre camp, qui semble, disons, ne pas vouloir représenter ces électeurs-là, qui donc votent fortement pour la coalition opposée lorsqu'ils votent. Et ici,
nous essayons un peu, en allant au-delà un peu des démocraties occidentales, ou en essayant même de comparer un peu ces différentes formes de clivage avec toutes les limites, bien sûr, que cela suppose, encore une fois, de regarder un peu le vote des minorités, disons minorités socioculturelles, voilà, pour un terme un peu vague, mais qui rassemble cette grande diversité que nous observons. Nous essayons d'étudier le vote de ces minorités-là en perspective comparée, en séparant un peu deux types de partis. Je pense que c'est assez intéressant. À droite, les partis qu'on peut qualifier de socio-inclusifs, dans le sens où c'est des partis qui à la fois sont soutenus par les électeurs les plus défavorisés en termes de revenus ou de diplômes, de la majorité, disons, et par les minorités. Et à gauche, les partis socio-exclusifs, c'est-à-dire les partis soutenus à la fois soutenus par les électeurs les moins aisés de la majorité, mais pas par les minorités. Et donc, pour prendre un exemple très simple, voilà, dans les démocraties occidentales, on pourrait dire que les partis de gauche traditionnellement étaient des partis socio-inclusifs, dans le sens où à la fois ils obtiennent les suffrages des minorités et des électeurs les moins aisés, tandis que les partis aujourd'hui d'extrême droite dans les démocraties occidentales sont des partis qu'on peut qualifier de socio-exclusifs, dans le sens où ils sont soutenus par une partie des classes populaires disons de la majorité, mais pas par les minorités. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de voir à quel point cela varie, et surtout de voir qu'en fait, les démocraties occidentales, finalement, vous voyez, le vote musulman dans les démocraties occidentales ou le vote des électeurs noirs aux États-Unis est un des clivages les plus marqués, alors qu'à l'inverse, on a des pays comme le Botswana ou le Sénégal où les minorités ethno-linguistiques ne votent pas très différemment, donc les clivages ethno-linguistiques ne sont pas très marqués dans ces pays-là. Et l'AKP en Turquie, donc le parti d'Erdogan, est à l'inverse un parti qu'on pourrait qualifier de social exclusif, dans le sens où il est soutenu très fortement par les électeurs les moins aisés, disons turcs, et les électeurs kurdes sont beaucoup moins enclins à voter pour l'AKP, donc de 32 points de pourcentage. Voilà. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que ces clivages-là persistent fortement au cours du temps. Et donc ici, on trace un peu ce clivage, voilà, pour différents groupes, pour différentes minorités ou majorités dans les démocraties de l'ouvrage. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure que l'Afrique du Sud est un pays où les clivages raciaux étaient extrêmes et où les clivages de classe le sont aussi du fait de l'interaction entre inégalité raciale et clivages raciaux. Donc là, on voit l'Afrique du Sud est en haut de ce graphique. Les électeurs noirs ont toujours eu une probabilité plus élevée de voter pour le parti dominant, l'ANC, de plus de 65 points de pourcentage, voilà, depuis les années 90. Donc en fait, c'est un clivage vraiment extrême, c'est-à-dire que quasiment aucun électeur des autres groupes de population de l'Afrique du Sud ne vote pour l'ANC, autre que les électeurs noirs. Et on voit que les États-Unis arrivent juste en dessous, voilà. Donc il y a un écart quand même de voix de 50 points de pourcentage. En fait, depuis les années 1960-70, plus de 90% des électeurs noirs aux États-Unis votent pour le Parti démocrate à chaque élection, presque sans exception. Et on voit des variations, voilà, c'est intéressant, et une forme de persistance. Et vous voyez à l'inverse, tout en bas, on voit l'Indonésie. Donc, on voit ici le groupe qui soutient le plus le parti historiquement séculariste, nationaliste, qui est le Parti démocratique indonésien de lutte, le PDIP, qui est soutenu donc par les électeurs javanais par un peu moins de 10 points de pourcentage, donc un clivage ethnique peu marqué. Et c'est intéressant, l'Indonésie, parce que c'est un pays où les clivages ethniques sont en quelque sorte empêchés par le système électoral. Pour pouvoir mener une campagne électorale en Indonésie, à l'échelle nationale, il faut être présent dans toutes les provinces, dans les 3/4 des municipalités de chaque province et dans plus de la moitié des districts de chacune de ces municipalités. Donc là, on voit que le système électoral a contribué aussi à limiter ces clivages potentiels et linguistiques. Donc voilà, pour montrer vraiment la grande diversité et, qui se dégage de ces différents clivages. Et encore une fois, nous essayons un peu de les expliquer dans les différents chapitres et dans ce chapitre comparatif. Alors, je vais accélérer un peu, il me reste à peu près un quart d'heure. Donc, je sais que ça fait très liste comme ça, les différents clivages que je présente. Mais bon,
J'espère que c'est quand même pas trop compliqué à suivre. Donc, maintenant, je vais passer à un autre type de clivage qui est les clivages régionaux. Là. Les partis politiques, ils opèrent à l'échelle locale, donc il n'est pas surprenant de voir des clivages entre territoires. Et un de ces clivages, c'est le clivage rural-urbain, donc le clivage entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les campagnes et les villes. Et ce clivage, il a toujours été, disons, significatif dans les démocraties occidentales, comme la France ou les États-Unis. Et les zones rurales, dans toutes ces démocraties, quasiment, ont toujours voté davantage pour les partis conservateurs. Et ce clivage, en quelque sorte, tout comme le clivage religieux que j'ai précédemment mentionné, il réduit aussi un peu les clivages, disons, de classe, puisque les zones rurales sont moins favorisées et elles votent quand même pour les partis conservateurs, tandis que les villes sont plus favorisées, ont des niveaux de revenus et de diplômes plus élevés et votent quand même pour les partis socialistes, sociodémocrates. Et ce clivage, il a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un phénomène assez intéressant, parce que dès qu'on sort du cadre occidental, on observe au contraire que le clivage rural-urbain, il tend à aller dans le même sens que le clivage de classe, dans le sens où les zones rurales tendent à voter pour les mêmes partis que les électeurs les moins aisés. Et il a un rôle particulièrement important, le clivage rural-urbain, dans les systèmes de partis dominants, c'est-à-dire les systèmes politiques où un parti gagne toutes les élections et où l'idée que l'opposition pourrait remporter l'élection n'est pas d'actualité, disons. Comme j'ai mentionné le cas de l'Afrique du Sud précédemment, qui obtient plus de 60% des voix à chaque élection. Et personne aujourd'hui n'envisage que la prochaine élection puisse être perdue par ce parti. Donc c'est ça, un système de parti dominant. Et les clivages rural-urbains jouent un rôle très important dans ce type de système. Donc je vais l'expliquer un peu après. Donc là, vous voyez l'écart de voix entre partis, entre zones rurales et villes pour les partis de gauche. Donc vous voyez que cet écart est toujours négatif, donc toujours sous cette ligne de 0 ici, dans le sens où les zones rurales votent toujours davantage pour les partis conservateurs que les villes. Ce phénomène, vous voyez, il y a des grandes variations au cours du temps entre pays. Les données sont très imparfaites, donc c'est très compliqué d'avoir une vision très très claire des variations d'élection à élection, mais voilà, il est très clair que ce clivage est resté très stable au cours du temps. Et donc, les villes votent davantage pour les partis de gauche que les zones rurales dans tous les pays. Et ce clivage ne semble pas, vous voyez, s'être accentué ou s'être réduit, mais simplement, il semble être resté assez stable au cours du temps. Alors, bien sûr, peut-être que si on regardait plus en détail certains territoires, les grandes villes, on verrait un vote croissant pour les partis de gauche. Mais en tout cas, si on prend cette dichotomie qui est zone rurale, zone urbaine, on voit une forme de stabilité. Et dès qu'on essaie de comparer un peu les différentes démocraties qu'on étudie dans l'ouvrage, on voit donc cette séparation dont je parlais juste avant, qui est certains partis sont à la fois soutenus par les zones rurales, les électeurs les moins aisés, donc on peut parler d'un alignement du vote de classe et du vote des zones rurales. Donc ça, c'est tous les partis en rouge, donc vous voyez, ça correspond à la majorité des pays de l'ouvrage. Et à l'inverse, à gauche, on a les quelques cas où les zones rurales votent pour les partis qui sont traditionnellement soutenus par les électeurs les plus aisés. Donc les démocraties occidentales sont ici. Donc ça correspond au cas des zones rurales votant pour les partis conservateurs, alors qu'elles sont moins favorisées. Donc voilà. Et on voit ces pays ici où ce clivage est vraiment très très marqué. La Thaïlande, c'est le pays où le clivage rural-urbain est le plus marqué. Donc les zones rurales ont une probabilité de voter pour le parti de Thaksin Shinawatra, de Yingluck Shinawatra, donc le Pheu Thai ou le Thai Rak Thai, de plus de 25 points de pourcentage. Et cela s'explique par les inégalités vraiment très très fortes entre zones rurales et villes en Thaïlande. On oublie souvent que la Thaïlande est un des pays du monde où les inégalités régionales sont les plus fortes. Donc, c'est un clivage de classe voilà, qui est aussi un clivage rural-urbain, d'où l'intérêt, encore une fois, d'interagir les inégalités et ces autres formes de clivage, voilà, spatiaux, régionaux, comme je le mentionnais. Alors, je disais que les systèmes de partis dominants sont caractérisés par des clivages rural et urbains très forts. Donc ici, je représente
le vote pour les partis dominants, donc les partis qui dominent la vie politique dans une période donnée et un pays donné. Par exemple, le Botswana, aujourd'hui, le Parti démocratique du Botswana domine la vie politique botswanaise et il remporte chaque élection. Ou l'Inde dans les années 1960, donc le Congrès national indien, le parti de Gandhi, remportait toutes les élections et il était peu envisageable à l'époque que un concurrent sérieux puisse remporter l'élection face au Congrès national indien. Et on voit que systématiquement, ces partis sont soutenus davantage par les zones rurales que par les capitales ou les villes. Et ce phénomène a été expliqué, je dirais, par deux facteurs complémentaires. Le clientélisme, d'une part. Donc, les zones rurales sont moins favorisées, je l'ai dit, que les villes. Et donc, ces partis s'assurent en quelque sorte le soutien permanent des zones rurales grâce à des réseaux clientélistes, donc à des transferts de ressources, à un certain nombre d'avantages monétaires ou en nature. Et à l'inverse, ces systèmes de partis dominants, ils disparaissent toujours, c'est-à-dire un système de partis dominants a vocation en quelque sorte à disparaître sur le long terme à mesure que l'opposition parvient à agréger une coalition suffisamment stable. Et souvent, cette coalition, elle est constituée d'électeurs urbains plus diplômés, souvent jeunes aussi. Donc, les clivages générationnels, je vais le montrer juste après, sont aussi une caractéristique intéressante des systèmes de partis dominants. Et donc, les électeurs plus éduqués des villes, souvent, forment le cœur de l'opposition au régime du système de partis dominants, donc expliquant donc ce clivage rural-urbain très marqué dans les systèmes de partis dominants. Donc, les clivages régionaux, au-delà du clivage rural-urbain, encore une fois, voilà, des grandes variations. Peut-être que c'est la seule phrase que j'ai répétée tout le long de cette présentation, mais qui est importante à souligner. Donc, les pays où on observe les clivages régionaux les plus forts sont les pays où, d'une part, on a des inégalités régionales fortes. Donc, encore une fois, l'interaction entre inégalité et vote est importante, je pense, pour comprendre ces clivages. Ou, parce que parfois on a les deux, une forme de ségrégation spatiale de groupes existants, voilà, par région. Et les clivages régionaux sont accentués dans un certain nombre de pays. Donc ici, je vous montre simplement les pays où les clivages régionaux sont les plus forts, voilà, pour vous donner un peu une idée. La Thaïlande arrive en tête. Je l'ai dit, les inégalités régionales en Thaïlande sont parmi les plus marquées du monde. Et donc ici, le vote en Thaïlande est vraiment un vote régional, c'est-à-dire plus de 80-90% des régions du Nord votent pour un parti et la plupart des autres régions votent pour les autres partis. On pourrait aussi prendre le cas de l'Irak ou le cas de l'Inde, voilà, des pays avec une diversité importante et un vote régional particulièrement marqué. On note la Belgique en 4e position. Voilà, le vote, le clivage entre Wallonie et Flandre est vraiment particulièrement marqué. Et ces pays, voilà, ils ont en commun soit des inégalités régionales importantes, soit une forme de recoupement entre régions et inégalités. Vous voyez aussi l'Afrique du Sud, où il y a une ségrégation spatiale très marquée entre les groupes raciaux, entre noirs et blancs. Donc les zones rurales concentrent quasiment exclusivement des électeurs noirs, tandis que les blancs vivent presque uniquement dans les zones urbaines. Et donc le clivage régional est très marqué pour cette raison-là. Voilà, pour vous donner un bref aperçu. Et on voit un peu que les clivages régionaux sont accentués dans un certain nombre de pays, notamment la Belgique. D'abord, en Belgique, on a vu une scission des partis traditionnels sur des lignes régionales. Donc voilà, le Parti socialiste belge, dans les années 70, je me souviens bien, s'est séparé entre une section flamande et une section wallonne. Et de même, on observe une régionalisation de la vie politique, par exemple en Inde, avec la multiplication de partis régionaux dès les années 1950-1960. Donc les différents États de l'Inde ont originellement, disons, mettaient en jeu des clivages politiques ou des partis politiques nationaux. Et de plus en plus, on observe en Inde une tendance à une structuration à l'échelle locale, à l'échelle de l'État, des partis politiques. Et donc, vous voyez que ces clivages se sont creusés. Et un cas intéressant, je pense que nous étudions dans l'ouvrage, c'est celui de l'interaction entre clivages de classe et clivages régionaux dans le cas du vote indépendantiste. Donc là, je représente le vote en fonction du revenu dans
4 régions qui ont des mouvements indépendantistes très importants. La Flandre en Belgique, la Catalogne en Espagne, le Québec au Canada et l'Écosse au Royaume-Uni. Donc, vous voyez qu'en Flandre et en Catalogne, les électeurs les plus aisés votent davantage pour les indépendantistes que les électeurs les moins aisés, tandis que l'inverse est vrai au Québec et en Écosse. Et c'est assez intéressant de voir que cela recoupe très clairement la position de la région considérée au sein du pays. C'est-à-dire que la Flandre en Belgique est plus riche que la Wallonie, que la Catalogne en Espagne est plus riche que les autres régions de l'Espagne, qu'à l'inverse, le Québec est historiquement une région défavorisée du Canada et que l'Écosse est aussi une région défavorisée du Royaume-Uni. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de lien entre qui vote pour le parti indépendantiste dans une région donnée et le revenu. Et par exemple, dans le cas de l'Écosse, cela s'explique par le fait que une des raisons du vote indépendantiste, alors il y en a beaucoup bien sûr, c'est quand même la mise en place de politiques néolibérales dans les années 1980-90 au Royaume-Uni qui a fortement affecté les classes populaires en Écosse. Et donc, une des propositions du Parti national écossais, c'est aussi de revenir à un modèle social plus équitable, donc contribuant en partie à expliquer cette interaction entre classe sociale et vote indépendantiste, qui est, je pense, assez intéressante. Alors, je vais conclure cette présentation en vous parlant de 2 autres clivages qui nous ont intéressés, qui sont les clivages générationnels et très brièvement les clivages de genre, en 5 minutes. Et encore une fois, le vote en fonction de l'âge, j'aimerais bien donner une loi universelle, mais c'est très, très compliqué. Ça varie énormément d'un pays à l'autre, mais 3 résultats me semblent intéressants à mentionner. Le premier, c'est on a un peu tendance à se dire, aujourd'hui, je pense, dans les démocraties occidentales, en France, etc., que le clivage générationnel s'est creusé, où on pense souvent que les jeunes sont de plus en plus à gauche ou de plus en plus progressistes par rapport aux anciennes générations. Parfois on a tendance à entendre ça. Mais en vérité, ce que l'on observe, c'est plutôt une stabilité, une fluctuation du vote par âge. C'est-à-dire que les électeurs plus jeunes ont toujours eu une probabilité légèrement plus élevée de voter à gauche que les électeurs plus âgés. C'est à peu près autant le cas aujourd'hui qu'il y a 50, 60 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le profil du vote pour l'extrême droite varie énormément en fonction de l'âge d'un pays à l'autre. Et des clivages générationnels, on en observe également, je pense, dans 2 autres cas particuliers assez intéressants. Les systèmes de partis dominants, dont j'ai parlé précédemment dans le cas du clivage rural-urbain, et les pays, disons les démocraties, où les clivages liés à l'intégration politique et à l'identité nationale sont marqués. Donc, je vais m'expliquer juste après. Mais je pense que ce graphique était aussi intéressant à vous montrer. Ici, on représente le vote pour les partis écologistes, les, disons, nouveaux partis de gauche. Donc ici, on met par exemple la France Insoumise en France, Podemos en Espagne, Die Linke en Allemagne, et les partis anti-immigration, les partis d'extrême droite, en fonction de l'âge. Et donc, vous voyez effectivement que les partis écologistes et les nouveaux partis de gauche obtiennent toujours des scores plus élevés au sein des nouvelles générations, des jeunes, comme d'ailleurs les partis de gauche obtenaient, les partis de gauche traditionnels obtenaient des scores plus élevés au sein de la jeunesse dans les années 60, 70, 80. Mais que dès qu'on regarde un peu le vote pour l'extrême droite en fonction de l'âge, là, on a vraiment des variations très importantes. Dans des pays comme la Suisse, ou le Danemark, ou la Nouvelle-Zélande, ces partis-là font des meilleurs scores au sein des électeurs les plus âgés, tandis que en Autriche, en Finlande et en France, les partis d'extrême droite font des meilleurs scores au sein de la jeunesse. On se souvient, il n'y a pas longtemps, cette une du Monde qui notait que le FN serait le premier parti des électeurs âgés de 25 à, si je me souviens bien, 35 ans. Donc, c'est intéressant, mais voilà, c'est aussi intéressant de voir que ça varie énormément d'un pays à l'autre. Assez complexe à expliquer, je pense. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle universelle en ce qui s'agit du lien entre vote et âge aujourd'hui dans les démocraties occidentales. Donc, les partis dominants, je l'ai dit, sont toujours soutenus davantage par les électeurs des zones rurales, mais aussi par les électeurs les plus âgés. Et donc là,
Je reprends un peu le graphique que je montrais tout à l'heure pour le clivage rural et urbain, mais en vous montrant le vote pour les partis dominants en fonction de l'âge. Et donc, vous voyez que les électeurs plus âgés soutiennent toujours davantage le parti dominant. Voilà. Et cela s'explique par les raisons que j'ai données avant. Les jeunes sont souvent davantage dans les villes et donc ils sont souvent plus éduqués dans les systèmes de partis dominants et donc ils ont tendance à être plus enclins à former le cœur de l'opposition montante au régime, d'être plus, disons, critiques aussi à l'égard de la performance du parti au pouvoir, tandis que les anciennes générations, souvent, dans un certain nombre de ces pays, elles se souviennent aussi que ces partis dominants furent jadis les partis de l'indépendance face au pouvoir colonial. On pourrait prendre le cas de l'Inde. Le Congrès est un peu le champion, voilà, de l'ère post-coloniale, et donc les anciennes générations se sentent plus proches, disons, ont la mémoire plus vive de cet héritage que les nouvelles générations, qui donc sont plus enclines à voter pour l'opposition à ce parti dominant. Et donc, on pourrait étendre cette logique pour un certain nombre de pays représentés ici, par exemple l'Algérie avec le Front de Libération Nationale ou le Botswana avec le Parti démocratique botswanais. Finalement, les clivages générationnels sont aussi très marqués en cas de clivage lié à l'intégration nationale. Alors là, c'est un peu complexe d'expliquer ça en 2 minutes, mais au Royaume-Uni, par exemple, aujourd'hui, le Royaume-Uni est un des pays occidentaux où le clivage générationnel sont les plus forts. Et là, ça s'explique vraiment par le Brexit. Donc, les jeunes générations votent beaucoup plus pour le parti travailliste, pour le Labour, que les anciennes générations, notamment parce que les plus jeunes sont plus éduqués, plus diplômés et qui sont donc plus favorables à une intégration européenne, mais pas seulement. Et on pourrait étendre voilà, un peu ce même type de clivage, ce clivage lié à l'intégration de manière générale, un peu lié à la politique extérieure, la place de la nation, on pourrait dire, dans le monde. On voit que Hong Kong est vraiment le pays où les clivages générationnels sont les plus marqués, dans le sens où les plus jeunes forment vraiment le cœur à Hong Kong du vote pour le camp pro-démocratie, tandis que les électeurs les plus âgés forment le cœur du camp pro-Pékin. Et voilà, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même type de clivage, mais bien sûr avec des différences. Hein, mais disons, on pourrait rentrer un peu dans cette même famille de clivage. Le vote conservateur en Corée du Sud, donc qui a trait ici à l'attitude vis-à-vis du régime nord-coréen. La question nord-coréenne en Corée du Sud joue un rôle particulièrement prégnant dans les clivages. Ou on pourrait prendre le cas du Japon aussi, où dans les années 1960, si on remonte un peu dans le temps, la question de la politique extérieure, de la place du Japon et de la mémoire de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, divisait aussi très fortement les différentes générations. Je conclus donc avec ce graphique sur les clivages de genre. Ce qui est très frappant, c'est ce renversement complet du clivage de genre. Donc ici, on représente le vote, les écarts de vote entre femmes et hommes pour les partis de gauche. Donc, vous voyez que dans les années 1950-1960, les femmes votaient bien davantage pour les partis conservateurs, les partis de droite, que les hommes. Et on observe un renversement complet de ce clivage, de telle sorte qu'aujourd'hui, à l'inverse, dans la plupart des pays que nous étudions, les femmes votent fortement pour les partis sociodémocrates, socialistes et surtout écologistes, alors qu'à l'inverse, les partis d'extrême droite sont vraiment beaucoup plus populaires au sein des hommes. Et c'est intéressant ici de voir un peu les variations. L'Italie, vous voyez, c'est vraiment le cas extrême où les femmes avaient une probabilité plus élevée de plus de 30 points de pourcentage de voter pour les partis conservateurs que les hommes. Et cela s'explique en grande partie par le clivage religieux, dans le sens où les femmes étaient plus proches ou plus religieuses, plus proches de l'Église que les hommes à l'époque. Et donc, une partie de cette transformation du clivage de genre s'explique par la sécularisation de la société, des sociétés occidentales, et donc par la perte d'importance du clivage religieux. Et une partie de ce réalignement, de ce mouvement des femmes vers les partis de gauche s'explique aussi par leur prise d'importance dans le secteur public et la précarisation économique qui va de pair aussi avec la prise d'importance des familles monoparentales, etc.
Voilà. Donc, je conclue sur ça. Ah oui, je prends 1 minute pour vous présenter l'interface que nous avons faite sur le site internet. Donc, voici notre site internet. Et nous venons de produire cette petite interface à partir de toutes ces données que je vous ai présentées, où vous pouvez un peu vous demander, bon, qui vote pour qui, voilà. Prenons un parti, voyons qui vote pour ce parti. Et donc, vous pouvez faire ça, par exemple, en explorant un parti. Et donc là, vous tombez sur cette belle carte. Je veux vraiment remercier Ben Grier qui a fait un travail extraordinaire pour faire cette interface. Et donc, vous pouvez, par exemple, choisir la France, à tout hasard, hein, un pays qui pourrait vous intéresser. Et si vous voulez, par exemple, voir le vote pour le Front National, vous pouvez ensuite voir comment varie le vote pour le Front National en fonction de ces différentes variables. Mais si on prend, par exemple, le diplôme, eh bien, on retombe sur ce fait que je vous ai énoncé un peu précédemment, qui est que le vote pour le Front National est très concentré au sein des électeurs les moins diplômés. Donc, les 50% les moins diplômés en 2017, 29% d'entre eux ont voté pour le Front National contre 9% des 10% d'électeurs les plus diplômés. Voilà. Prenons peut-être un autre petit exemple. Voilà, on pourrait regarder par exemple le vote pour le Parti démocrate aux États-Unis. Si vous vous intéressez par exemple au clivage racial. Vous pouvez aussi jouer avec la fenêtre ici, voilà, regarder un peu s'intéresser par exemple aux élections les plus récentes. Et là, vous voyez que les électeurs noirs aux États-Unis votent très très fortement pour le Parti démocrate. En 2020, 88% des électeurs noirs ont voté démocrate contre seulement 40% des blancs. Donc, les démocrates n'auraient remporté d'ailleurs aucune élection au cours des dernières décennies sans le vote des minorités. Donc, vous voyez l'intensité un peu du clivage racial aux États-Unis. Et vous pouvez explorer voilà, les 50 démocraties en fonction d'un ensemble de variables sur cette interface. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et je donne du coup la parole à Olivia, 2 minutes, non, c'est pas. Merci beaucoup, Amaury, pour cette présentation très riche, très illustrée, et puis pour cette belle démonstration du site web. Donc, vous pouvez aller retrouver toutes les données sur wpid.world. Nous avons des compliments pour l'interface dans le chat. C'est un très gros travail. Donc, toutes les données sont en ligne. Vous pouvez les consulter, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les visualiser. Vous trouverez également tous les papiers qui ont été publiés sur ce site, donc wpid.world. Merci beaucoup, Amaury, pour cette présentation. Eh bien, sans plus attendre, on va passer aux questions, si ça vous va. Alors, on a eu déjà, je pense que tout d'abord, ce serait bien de revenir un petit peu sur l'objectif de l'ouvrage, à savoir qu'on a eu plusieurs questions, à la fois sur la méthodologie, mais un peu plus généralement, est-ce que votre ouvrage avait pour vocation d'être descriptif, c'est-à-dire de collectionner toutes ces données d'enquête électorale, de les retravailler et de les mettre à disposition du grand public, ou est-ce que votre objectif, c'était aussi de livrer des interprétations là-dessus? On a également une question un petit peu sur comment est-ce que vous y êtes pris pour corriger les éventuels biais qui pourraient survenir dans ce travail, donc notamment sur certains critères comme le fait que le revenu soit lié à l'éducation. Ah oui. Bon, je peux peut-être répondre brièvement. Sur l'objectif, effectivement, bon, le premier objectif, voilà, je l'ai dit, c'est vraiment fournir cet ensemble de matériaux pour aussi ouvrir à d'autres réflexions. C'est-à-dire, nous, on offre voilà, cet ensemble de résultats sur le vote en fonction de toutes ces caractéristiques et on a essayé de les harmoniser autant que possible. C'est vraiment en fait un travail de fou de prendre chacune de ces enquêtes et d'essayer d'harmoniser les différentes variables. Enfin, c'est un travail voilà, qui a demandé énormément de temps et la mobilisation de tout cet ensemble de chercheurs. Bien sûr qu'on propose un certain nombre d'interprétations dans l'ouvrage. Donc, dans les différentes études de cas, on essaie de mobiliser autant que possible les travaux existants en sciences politiques, en sciences sociales, sur ces questions-là. Donc, on ne vient pas de nulle part, bien sûr, il y a énormément de travaux sur les clivages politiques dans tous ces différents pays. Et donc, on essaie, au regard de nos résultats, d'interpréter ce que nous observons en fonction de ces travaux-là.
parfois aussi de proposer nos propres interprétations. J'avoue que ma présentation a été très descriptive et donc vraiment, je vous renvoie à l'ouvrage pour davantage d'interprétations sur chaque pays, etc. Sur les différents biais des enquêtes, alors effectivement, d'abord, il y a un biais qui est celui que les électeurs ne répondent pas toujours parfaitement ou alors les échantillons sont faibles. Du coup, les résultats reportés dans les enquêtes ne correspondent pas nécessairement à ceux des élections. Donc, toujours systématiquement, nous corrigeons les enquêtes, nous repondérons les enquêtes pour qu'elles soient représentatives des résultats des élections. C'est ce qui est aussi fait sur l'interface. Sur le lien entre revenus et diplômes, ce que je montrais là, notamment le tout premier graphique sur la divergence entre revenus et diplômes, c'est un graphique qui contrôle pour ce lien-là, c'est-à-dire que l'effet du diplôme est mesuré à revenu donné. Donc, statistiquement, on contrôle pour le diplôme. Et de même, lorsqu'on étudie le diplôme, on contrôle pour le revenu. Et l'ensemble de l'ouvrage présente d'ailleurs les différences entre ces estimations dites avant contrôle, c'est-à-dire toutes simples, et après contrôle, c'est-à-dire à niveau de diplôme, âge, genre, etc., données. Et les deux visions sont, je pense, complémentaires, dans le sens où si on regardait le lien entre revenu et vote que je vous ai montré au début, sans prendre en compte l'effet du diplôme, on observerait une décroissance du lien entre revenu et vote, donc une décroissance du clivage lié au revenu, qui est due précisément au fait que les électeurs les plus diplômés se sont tournés vers les partis de gauche. Donc, les deux visions permettent de comprendre un peu l'interaction entre les clivages et en même temps de contrôler pour ces interactions. Peut-être, Amaury, sur les deux points, moi je veux vraiment insister sur les interprétations. On essaye vraiment d'être très modeste sur notre contribution. C'est-à-dire, le livre a d'abord une ambition descriptive, d'essayer de décrire de façon aussi comparable que possible la structure des clivages sur les pays. Et il aurait fallu rassembler beaucoup plus de compétences, de méthodes, de matériaux pour vraiment aller jusqu'au bout de l'analyse de pourquoi les gens votent, la façon dont ils votent, les raisons de ces évolutions qui mettent toujours en jeu à la fois les stratégies des partis politiques et les perceptions des électeurs, les systèmes d'intermédiation entre les deux, les médias, les organisations collectives. Évidemment, c'est impossible d'analyser ça correctement pour autant de pays avec nos modestes compétences rassemblées. Donc, nous, on ne prétend pas du tout expliquer l'ensemble des évolutions qu'on montre. On propose des interprétations essentiellement en se basant sur la littérature, en sciences politiques, en sciences sociales existantes, mais on ne va pas du tout au bout de tout ça. Et on propose ces matériaux voilà, pour tous ceux qui voudront pousser ça plus loin. Le deuxième point que je voulais juste mentionner, Amaury, en fait, c'est une question pour toi que j'avais vue sur le chat, qui est exactement liée à ce que disait Olivia. La divergence politique entre les plus diplômés et les plus aisés s'explique-t-elle aussi par une association de moins en moins systématique entre le diplôme et les revenus au cours du temps? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, celle-là, on l'a souvent, cette question. Oui, elle est bonne. Oui, c'est une bonne question. Et la réponse, c'est non. Voilà. C'est-à-dire, le lien entre revenu et diplôme, il est resté en fait assez stable dans les enquêtes. Donc là, on sort ces chiffres d'ailleurs en ce moment, puisqu'on essaie un peu de pousser plus loin cette analyse des démocraties occidentales. Et en fait, si on trace la corrélation statistique entre revenu et diplôme, on voit qu'elle est très stable au cours du temps dans la plupart des pays. Alors, il y a des variations parce que les qualités des enquêtes varient, parce que d'un pays à l'autre, ça peut varier. Par exemple, ce que j'ai observé récemment, c'est que dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, il y a un lien plus étroit entre revenu et diplôme que des pays comme la Suède, par exemple. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très stable. Donc non, cette transformation ne s'explique pas par une forme de divergence entre ces deux dimensions qui restent corrélées, mais imparfaitement. Voilà, donc vous avez toujours des gens avec des diplômes élevés, mais un revenu pas très élevé, par exemple des doctorants, ou vous avez à l'inverse des gens qui ont des revenus très élevés, un diplôme pas nécessairement très élevé. Mais les pauvres doctorants sont très à gauche, hein, Voilà, exactement. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on aura répondu à l'ensemble des questions qui portaient sur l'objectif de l'ouvrage et sur la méthodologie. Donc, je vais continuer alors avec une autre question qui concerne les pays occidentaux qui avaient de forts partis communistes dans les décennies d'après-guerre, donc notamment la France et l'Italie. Est-ce qu'on observe une différence dans l'électorat de gauche dans ces pays par rapport aux autres pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis? Et donc, le participant demande quel rôle a joué la quasi-disparition de ces partis dans la tendance générale à la brahmanisation de la gauche.
Peut-être que c'est une question pour Thomas, je ne sais pas. Je vous laisse choisir. Ou pour Clara, l'Italie, non, ouais. Il faut que tu retires ton Je micro, te Clara. laisse, Thomas. Je pense que c'est mieux que tu répondes à ça. Oui, disons, moi, ce qui m'a frappé quand même dans ces histoires de brahmanisation de la gauche, c'est que finalement, c'est quand même assez transversal dans les pays, c'est-à-dire que en particulier, il n'y a pas de différence majeure entre des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, où on a un système bipartiste très installé, enfin surtout pour les États-Unis, à un degré moindre pour le Royaume-Uni, et des pays comme la France, où la gauche est historiquement morcelée en parti communiste, parti socialiste et toutes sortes de partis à droite aussi. Et que finalement, si on agrège l'ensemble, les évolutions sur la longue durée sont finalement pas si différentes que ça avec les États-Unis, le Royaume-Uni, où en fait, à l'intérieur du Parti républicain ou du Parti conservateur ou du Parti travailliste ou du Parti démocrate, il y a aussi ces tendances très différentes, alors qui ne se structurent pas en parti, mais qui sont qui en produisent des évolutions d'ensemble, voilà, c'est pas si différente que ça. Donc en première approximation, je dirais c'est pas forcément le facteur majeur explicatif, mais je sais pas, Amaury ou à Clara si vous voulez compléter. Bon, je vais juste dire que même si Amaury a montré qu'il y a beaucoup de similarités dans l'évolution des pays occidentaux, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a même des différents importants. Je m'excuse pour mon français. Il y a des différents importants entre les pays occidentaux. Et par exemple, en Italie, même si les partis communistes, il y a une question sur ça, étaient très fortes dans les années 80, excusez-moi, dans les années 40 et 50. Et le clivage religieux a été si fort que le clivage des classes n'a été pas si fort qu'en France. C'est pour ça que ça dépend de la force des différents clivages, et pas seulement diplôme et revenus, qu'on trouve des différents niveaux de clivage des classes et de clivage des revenus et d'éducation. D'ailleurs, ce qui me fait penser, Clara, à une question à laquelle je ne sais pas si on a vraiment regardé la réponse, mais sur la corrélation, tout à l'heure, on mentionnait la corrélation diplôme-revenu qui a toujours été positive, et Amaury disait qu'elle n'a pas forcément changé. Par contre, la corrélation entre classe sociale d'un côté, diplôme-revenu, et religiosité, par contre, c'est vrai qu'elle est peut-être différente en Italie. En France, il y a quand même plutôt une corrélation légèrement positive, religiosité, classe sociale, qui est peut-être en Italie moins marquée. Oui, exactement. Ça c'est vrai. En fait, les clivages des classes sont moins fortes quand les clivages religieux est plus fort. Et par exemple, en Italie, on trouve ça. Merci. Alors, je vais vous partager une autre question. Comme vous avez comme variable la question des migrations et du vote identitaire, on a une question sur est-ce que vous différenciez ou en tout cas comment vous comptabilisez les immigrés potentiellement première, deuxième et troisième génération? En fait, malheureusement, vraiment, les enquêtes disponibles ne sont pas géniales pour étudier ces questions-là. On ne peut pas remonter très loin dans le temps déjà, c'est pour ça que je vous ai juste montré un graphique avec tous les pays dessus. Et là, dans les pays que nous représentons, c'est vraiment première génération, c'est-à-dire dans quel pays êtes-vous né? Et à partir de ces informations sur dans quel pays êtes-vous né, on peut identifier simplement les électeurs qui ne sont pas nés dans les pays occidentaux. Donc là, c'était les électeurs nés dans des pays extra-occidentaux. Mais il me semble que Thomas, par exemple, dans le cas de la France, t'étudies un peu plus clairement deuxième génération, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Oui, alors c'est vrai. Alors en fait, c'est uniquement à partir de l'enquête de 2007, l'enquête post-électorale de 2007 en France, qu'on a une question sur le pays de naissance des grands-parents. Donc on peut regarder et les grands-parents. Et là, c'est vrai que ceux qui ont un grand-parent né dans un pays non occidental, qui a à peu près 10% de l'électorat en 2007, 2012, 2017, votent très fortement pour les partis socialistes, sociodémocrates, etc., indépendamment de la religion. Mais on peut pas le faire sur les périodes précédentes. Alors après, il y a le cas particulier des États-Unis et du Royaume-Uni dans le monde occidental, où on a, comme on sait, des catégories ethno-raciales qui existent à la fois dans les recensements et qu'on retrouve dans les enquêtes post-électorales, donc noirs, latinos, notamment aux États-Unis, et puis
noirs, caribéens, indiens, pakistanais dans le cas britannique. Donc là qu'on utilise dans ce cas-là, mais bon, c'est encore une autre notion. Et puis finalement, il y a la religion qu'on utilise aussi parce que c'est souvent ce qu'on a, c'est ce qui est disponible. Donc en particulier dans le cas de la France, on a des questions sur la religion depuis les années 60, depuis les enquêtes des années 60. L'islam est décomposé au sein des religions non historiques, enfin des religions qui n'ont pas ni le catholicisme ni le protestantisme, est décomposé à partir des élections de 88, il me semble. Et là, on voit apparaître, bon, de toute façon, il n'y a que 1% des électeurs qui sont de confession musulmane en 88, ça monte à 5% aux élections de 2007, 2012, 2017, et là, on voit apparaître le clivage très fort que montrait Amaury et qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux, où on voit à quel point le fait d'être passé de 0% d'électeurs de confession musulmane à 5, 6 ou 7% a clairement donné naissance à un clivage de type ethno-religieux, qui mélange des choses différentes, mais qui par son ampleur est comparable au clivage racial historique aux États-Unis de façon très, très frappante. Merci. Alors, on a une autre question sur le rôle de l'argent sur le vote du citoyen. Alors, la question est cible plus particulièrement les pays en voie de développement. Et donc, je vais donner la parole au participant qui l'a posée. Votre micro est en mute pour voir s'il veut développer un petit peu. Donc, sa question portait plus particulièrement sur le rôle de l'argent sur le vote citoyen dans les pays en voie de développement et sur ce qu'on appelle le money politique. Donc, il m'explique là où le citoyen est payé pour voter pour un ou une candidate. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces questions-là, Amaury, Thomas et Clara. Oui, enfin un petit peu. Ça recoupe un peu ce que je disais sur le rôle du clivage rural et urbain, d'ailleurs, dans les systèmes de partis dominants. On parle un peu de ça, notamment dans le chapitre sur le Botswana, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana. Et donc, dans ces pays-là, le clientélisme, finalement, recoupe un peu ce dont il parle, dans le sens où les partis dominants ou certains partis parviennent à conserver le suffrage de certains électeurs, et notamment des électeurs et des territoires les plus défavorisés, grâce à des transferts en monétaire ou en nature. D'ailleurs, il y a une littérature en sciences politiques sur ce qu'on appelle justement les zones rurales dites captives, c'est-à-dire qui, en quelque sorte, sont enfermées dans ce cycle politique, c'est-à-dire qu'elles dépendent directement, presque pour leur survie, de ces transferts-là. Et par ces transferts-là, les partis au pouvoir continuent à obtenir le soutien de ces zones. Donc, ça explique ce clivage, disons, régional, territorial, très marqué dans ces démocraties-là. Et donc, voilà, le rôle de l'argent en politique, il ne peut jamais être ignoré. Et d'ailleurs, il ne peut pas être ignoré non plus dans les démocraties occidentales. Je vous renvoie notamment aux travaux très intéressants de Julia Cagé, voilà, sur ce sujet-là. Merci Amaury. C'est une belle transition. Conclusion, en tout cas. Alors, nous avons une autre question sur les modes de scrutin et sur leur évolution. Je ne sais pas si c'est un point, il ne semble pas que ce soit un point que vous ayez particulièrement étudié, mais je vous la pose quand même, puisque le scrutin semble être une source de désengagement des votants. Avez-vous constaté une forme de remise en question de ceci dans d'autres démocraties libérales? Je ne suis pas sûre que ce soit votre angle d'analyse, mais je vous laisse me confirmer. Attends, il y a cette question du mode de scrutin, mais il y a aussi la question de la participation, de l'abstention, auquel on n'a pas forcément répondu. Je ne sais pas, Maurice, Clara, ce que vous voulez dire là-dessus. Déjà, sur l'abstention, voilà, je dirais que c'est une des limites de l'ouvrage, il faut le reconnaître, c'est qu'on n'étudie pas de manière systématique l'abstention, pour une raison qui est simple, c'est qu'on ne peut pas vraiment non plus, c'est-à-dire les enquêtes disponibles ne permettent souvent pas bien de mesurer l'abstention. Elles sont tenues pour
pour sous-estimer le nombre d'abstentionnistes, et ce biais, il s'est accru au cours du temps dans un certain nombre de pays, et puis il y a beaucoup de pays où les enquêtes permettent tout simplement pas du tout de le faire. Mais lorsque c'est possible, voilà, Thomas notamment, sur les cas de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, moi je l'ai fait une fois pour le Canada, on a étudié un tout petit peu l'abstention. Et ce qu'on observe, c'est que dans les démocraties occidentales, l'abstention a progressé dans beaucoup d'entre elles, et que cette progression, elle se concentre au sein des catégories d'électeurs les moins aisés, les moins diplômés. C'est à peu près ça qu'on a trouvé dans les quelques résultats qu'on a pu obtenir. Voilà. D'accord. Et sur les modes de scrutin, on n'a pas du tout répondu là pour le coup. Disons, nous, ça a un effet sur la structure des partis. C'est sûr que tous les pays où on a une fragmentation des partis avec plein de partis de gauche, de droite, écologistes, ça correspond en général à des modes de scrutin qui autorisent, qui poussent à cette fragmentation, notamment des représentations proportionnelles aux Pays-Bas, enfin dans plein de pays européens. Donc c'est à travers ce biais-là que les systèmes électoraux modifient la structure du vote et donc la structure de nos données. Oui, voilà, on pourrait pousser plus loin un peu l'analyse. Voilà, les modes de scrutin influencent nécessairement les clivages, pas toujours d'ailleurs, mais voilà, Thomas a pris l'exemple, par exemple, si on regarde le vote, le renversement du clivage éducatif aux États-Unis, où il n'y a que 2 partis tout au long de la période, on observe aussi le même renversement du clivage éducatif dans un pays comme les Pays-Bas, où il y a énormément de partis. Donc, le mode de scrutin dans ce cas-là n'influence pas nécessairement sur les clivages de long terme. Mais après, bien sûr, il y a des pays où il y a un impact plus direct. Par exemple, le cas des Philippines qu'on étudie dans le chapitre 12 est vraiment particulièrement frappant. C'est-à-dire qu'ils ont un système présidentiel à un tour où le premier, celui qui arrive en tête de liste, est élu immédiatement, même s'il obtient 15% des voix, tout de suite, il est élu. Et donc, ça a conduit à une espèce de prolifération de candidats opportunistes qui arrivent et qui se portent candidats et qui sont élus avec 20% des voix. Et donc là, les clivages, ils sont extrêmement complexes à étudier, simplement parce qu'en fonction de qui dit quoi, d'une élection à l'autre, ces différentes formes de conflits qui peuvent se manifester, etc. Donc ça a clairement contribué à l'absence de clivage très stable aux Philippines. Voilà, pour donner un exemple, je ne saurais pas aller beaucoup plus loin sur… D'accord. Non, mais c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir passer aussi à d'autres questions. On a une question qui porte plus sur l'aspect institutionnel. Est-ce que la question institutionnelle, donc régime présidentiel ou parlementaire, scrutin majoritaire ou proportionnel, a un impact sur les modalités de reconfiguration des clivages dans les démocraties? C'est un peu la même réponse qu'à la question précédente, je dirais. C'est-à-dire, oui, forcément, mais pas forcément non plus. C'est-à-dire… Réponse intéressante. Peut-être que je peux dire un petit mot. C'est vrai qu'il y a des différences entre le système, mais je pense que ce qui est très frappant, c'est que dans les pays occidentaux, par exemple, même ils sont des différents systèmes, mais on trouve les mêmes évolutions du vote par éducation et les mêmes évolutions du vote par revenu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut dire que même si peut-être il y a des petites différences, le fait que les plus éduqués maintenant votent plus pour la gauche et les plus aisés continuent à voter à la droite, je pense que c'est les principaux résultats, même s'il y a un système de partis différents. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais si, je pense que c'est bien résumé. C'est que globalement, en fait, cette étude, ce qu'elle démontre, c'est que quel que soit un petit peu la forme institutionnelle que prend la démocratie, votre livre, ce qu'il apporte, c'est que dans les 50 démocraties qui sont étudiées, globalement, les tendances sont les mêmes. Alors après, dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Ouais. Non, merci, Olivia. Les systèmes présidentiels peuvent conduire à plus d'instabilité, ça c'est vrai. Notamment les pays d'Amérique latine, où il y a des systèmes plus présidentiels, on observe beaucoup plus de fluctuations. Le cas des Philippines que je viens de mentionner auparavant est vraiment un cas d'instabilité extrême et un système d'élection présidentielle très instable. Alors qu'à l'inverse,
les démocraties parlementaires et surtout les démocraties qualifiées de consociatives, où les partis politiques s'accordent toujours pour se répartir un peu les fonctions politiques en fonction des voix qu'ils ont obtenues, notamment la Suisse, l'Autriche, la Belgique. Ces pays-là, au contraire, on voit une très forte, non pas stabilité, mais persistance des partis, et donc des transitions beaucoup plus lentes, beaucoup plus progressives. Et si vous regardez le graphique sur les résultats d'élections, par exemple, en Suisse, vous verrez que c'est des transitions vraiment très, très progressives, avec le déclin très progressif des chrétiens démocrates, la montée très progressive de l'extrême droite, alors que si vous faites le même graphique pour un pays comme la France, d'ailleurs, vous verrez un peu que ça part un peu dans tous les sens, parce qu'on s'allie à tel ou tel parti en fonction des alliances stratégiques, etc. Donc voilà, sur le court terme, ça peut avoir des impacts électoraux, mais sur le long terme, les clivages, voilà, ils évoluent davantage en fonction des grandes tendances que nous observons. Merci beaucoup. Et je pense que ce sera la dernière question, mais je pense qu'il est important de la couvrir car je suis même étonnée qu'elle n'arrive que maintenant. Alors là, elle porte sur « Est-ce que vous savez pourquoi les ruraux dans les démocraties occidentales tendent à voter pour les partis conservateurs, même si cela va à l'encontre de leurs intérêts économiques ?» Et je pense que ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Pourquoi certaines franges de la population, quel que soit le déterminant socio-économique, ont tendance à voter contre leurs intérêts? C'est qu'il n'y a pas que les clivages économiques, voilà, tout simplement. La raison historique, disons, pour laquelle les zones rurales votent davantage pour les partis conservateurs, c'est que les agriculteurs votent davantage pour les partis conservateurs. Et une des raisons historiques pour cela, c'est aussi que les zones rurales, l'Église avait une influence plus marquée dans les zones rurales que dans les villes. Donc forcément, une partie de ce clivage rural-urbain s'explique par le clivage religieux. Voilà. Oui, je voudrais ajouter quand même à ça le fait que le programme économique porté par les partis, en particulier socialistes, communistes, travaillistes, sociodémocrates, était quand même un programme très axé sur l'industrie, les ouvriers de l'industrie, avec des perspectives grandioses en termes de nationalisation généralisée qui faisaient très peur au secteur agricole et aux agriculteurs, et je dirais en partie pour de bonnes raisons. Enfin, ils avaient raison d'avoir peur de tout ça, et donc disons, le programme n'était pas très séduisant pour eux d'un point de vue, même d'un strict point de vue économique. Alors après, tout ça pouvait aussi se croiser avec des clivages religieux, mais bon, d'un strict point de vue économique, il ne suffit pas d'être pour les pauvres en général, parce qu'il y a des types de pauvres très, très différents dans les différents secteurs d'activité, et construire une plateforme qui rassemble tout le monde plus qu'elle ne divise n'est pas du tout quelque chose qui va de soi, et en particulier, peut-être une particularité dans nos résultats sur les pays occidentaux, sur le clivage rural-urbain par rapport aux pays extra-occidentaux que tu décrivais, Amaury, c'est que dans les pays occidentaux, il y a quand même cette... je ne dirais pas le poids de l'idéologie marxiste, mais enfin, disons si quand même un courant socialiste communiste très axé sur le monde urbain ouvrier vu comme l'avenir du monde, et dans lequel les habitants du monde rural ne se sont pas beaucoup reconnus historiquement. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir... Clara, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Je voulais exactement dire ça, que c'est les programmes économiques et aussi qui sont un peu différents, donc qui n'attirent pas les agriculteurs, par exemple. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Thomas, Clara ou Amaury, avant qu'on close la séance? Merci à tout le monde. Je veux juste dire, we will have a session in English. Pour ceux qui ne parlent pas français, je pense qu'on organisera au mois de novembre, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat sur est-ce que tout ça va être traduit en anglais, en espagnol. Je ne suis pas sûr qu'on va traduire la vidéo, Olivia, mais par contre, on fera une séance sans doute en novembre quand le livre sortira en anglais, où on présentera ça différemment avec peut-être des auteurs de chapitres. Je ne sais pas, il faudra qu'on réfléchisse d'ici là à ce qu'on fera, mais on essaiera de faire quelque chose en anglais. Voilà, en tout cas, le livre paraîtra aux éditions Harvard University Press en novembre de cette année. Et donc, nous organiserons un débat dans la foulée pour présenter le livre en anglais.
Bon, eh bien, merci beaucoup à tous. Malheureusement, on n'aura pas pu prendre toutes les questions. En tout cas, on est ravis que cette présentation vous ait plu. Oubliez les commentaires. Et rendez-vous sur le site pour les prochaines séances et débats de l'égalité. À bientôt et merci Thomas, Clara et Amaury pour la présentation. Et merci à tout le monde. Merci à tous. Merci Amaury aussi pour présenter. Au revoir. Au revoir.